Mesdames, Messieurs, bon dimanche. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette première émission de 2024. Le thème de l'immigration s'est imposé cette semaine dans l'actualité et risque fort de devenir un élément central du discours politique des prochains mois. Pendant que François Legault affirme être arrivé à un point de rupture dans l'accueil des demandeurs d'asile et que le chef conservateur propose, lui, de lier immigration et construction de logements, le gouvernement signale son intention de resserrer les contrôles sur l'immigration temporaire, particulièrement pour les étudiants étrangers. Tout cela dans un contexte tendu où l'on mélange de plus en plus immigration, abordabilité et crise du logement. Il faut qu'on trouve une mécanique qui va nous permettre d'assurer une certaine équité au sein du Canada. Donc, on demande d'une part le remboursement des sommes encourues, d'autre part la répartition des gens et un resserrement des politiques de visa. Pour faire le point sur tout cela, voir comment ce dossier-là va s'articuler au cours des prochains mois, je me tourne vers Dominique Leblanc. Il est ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Affaires intergouvernementales aussi. Je le retrouve à Moncton. Monsieur Leblanc, bon dimanche. Bien, merci. Bonjour, M. Thibault. On a beaucoup parlé d'immigration la semaine dernière. Votre gouvernement a toujours augmenté les seuils d'immigration depuis 2015. Vous les avez plafonnés pour 2026. Est-ce que c'était une erreur de toujours augmenter comme ça? Non, nous ne le pensons pas. Vous savez, à travers le pays, on a accueilli des centaines de mille personnes. Souvent, c'est la réunification des familles. Souvent, c'est des immigrants économiques. Et souvent, c'est les provinces et les entreprises qui ciblent certaines compétences. Alors, moi, je pense qu'on peut absorber, intégrer le nombre d'immigrants qu'on vise chaque année. On fait ça en partenariat avec les provinces. Et vous savez, les conseils du patronat, les chambres de commerce, partout au Canada, on voit des affiches « Nous embauchons » et les entreprises ont besoin de travailleurs, plus dans certains secteurs que d'autres. Alors, il faut bien gérer ça, mais il faut pas que ce soit illimité. La question des demandeurs d'asile et la question des étudiants étrangers, par exemple, est un peu plus complexe, mais le cible d'immigrants qui arrivent sous les programmes réguliers au fil des années, moi, je pense, s'intègrent bien. Souvent, ils arrivent ici avec un logement, un emploi. C'est pas ça, je pense, qui cause un peu une inquiétude. Vous soulevez deux questions là-dedans. Bon, d'abord, les logements. Il y a une étude de votre gouvernement en 2022 qui tirait la sonnette d'alarme en disant ça va exacerber la crise du logement, le niveau d'immigration que l'on entretient présentement. Vous aviez été averti. Est-ce qu'il n'y a pas une corrélation directe entre le nombre de nouveaux arrivants qu'on accueille ici et la crise du logement qu'on vit présentement? Bien, c'est une pression, il faut le reconnaître. C'est une pression parmi bien d'autres. On est d'ailleurs focusé sur la question de la construction de logements. On travaille avec les provinces, mais il faut continuer, il faut faire plus. Mais vous savez, comme j'ai dit, en ce qui a trait à l'immigration, il y a une augmentation importante d'étudiants de l'étranger. Il y a des demandeurs d'asile, comme on sait très bien. Il faut gérer, je pense, ce contexte-là pour s'assurer qu'on a, comme vous dites, le logement approprié. Mais on reconnaît que c'est une pression. On est à l'ouvrage pour corriger et travailler précisément là-dessus. Mais en même temps, on a une responsabilité internationale et nous avons des cibles qui ont été franchement largement appuyées par des secteurs économiques à travers le pays. Alors, on peut faire les deux en même temps. Parlons plus spécifiquement des étudiants étrangers, parce que vous l'avez souligné. Votre collègue, M. Miller, a ouvertement signalé qu'il y avait des mesures qui s'en venaient pour plafonner ou limiter l'arrivée d'étudiants étrangers. Est-ce que c'est allé trop loin? Puis comment vous pouvez contrôler le flux d'étudiants étrangers? Parce que c'est une source de revenus pour les universités au Canada, ces étudiants-là. Mais il n'y a pas de doute, et c'est pourquoi souvent il y a des collèges et des universités qui ne veulent pas qu'on réduise ou qu'on limite l'augmentation. Il y a eu une augmentation majeure d'étudiants étrangers, surtout dans certaines villes de l'Ontario, au Québec, mais partout au pays. Les universités ont une certaine responsabilité aussi de s'assurer qu'ils ont un logement quand ils arrivent. Mais les grandes universités, je ne pense pas, c'est là où il y a un défi. C'est souvent des collèges, les plus petits collèges, souvent dans des centres qui n'ont pas du tout
une façon d'intégrer, de s'occuper de leurs étudiants, leurs élèves. Alors, je sais que mon collègue Mark Miller travaille sur des mesures précisément pour freiner l'augmentation. On va le faire en partenariat avec les provinces, c'est sûr. Mais il faut reconnaître que ça amène une pression sur, comme vous avez bien dit, des questions de logement. Et c'est précisément pourquoi on va prendre notre responsabilité dans ce sens-là. Le premier ministre du Québec, François Legault, a écrit à votre premier ministre cette semaine pour parler d'un point de rupture sur l'accueil des demandeurs d'asile au Québec. C'est vous qui avez répondu. Vous avez reconnu que le Québec faisait sa part. M. Legault vous demande de rembourser les 470 millions que ça lui a coûté, tout cela. Vous n'avez pas fait mention que vous alliez lui rembourser. Est-ce que vous êtes prête à faire un chèque au Québec pour rembourser la somme qui vous est demandée? Nous avons été, au fil des années, extrêmement généreux avec le Québec sur les questions d'immigration et ça remonte d'ailleurs à une entente que M. Bourassa avait signée avec M. Mulroney à l'époque. Le Québec, l'année passée, a reçu presque 3/4 milliards de dollars pour intégrer, franciser les immigrants que le Québec choisit. Le Québec a des pouvoirs que d'autres provinces n'ont pas. Et d'ailleurs, c'est la seule province qui a une entente comme ça. Cependant, les demandeurs d'asile représentent une pression accrue, des dépenses accrues pour tous les gouvernements, y compris le gouvernement du Québec. Moi, je reconnais que le Québec a fait énormément pour accueillir les demandeurs d'asile et on va s'assurer qu'il y a une comptabilité appropriée. Ma collègue, la ministre des Finances, va travailler avec son homologue au Québec. On reconnaît qu'il y a des dépenses accrues. On reconnaît, je pense, le Québec aussi, qu'il y a des transferts de milliards de dollars pour un transfert social, précisément pour ce genre de programme-là. Mais on n'est pas du tout en train de dire qu'on n'est pas intéressé à trouver une entente avec le Québec, comme d'ailleurs nous avons fait depuis 2017. Oui. Le Québec vous demande aussi, et les États-Unis le demandent aussi, d'imposer des visas sur les voyageurs mexicains parce qu'il y a eu une hausse considérable de demandeurs d'asile en provenance du Mexique. Vous l'aviez éliminé, l'obligation du visa, en arrivant au pouvoir. Est-ce que c'est le temps de la remettre? Est-ce que vous allez imposer des visas aux voyageurs mexicains? Bien, c'est le temps de regarder cette question. Vous avez raison. Ça représente une augmentation importante dans les demandeurs d'asile. On va travailler avec le gouvernement du Mexique, mais je sais que mon collègue, le ministre Miller, est précisément en train de revoir cette question. On comprend qu'il ne faut pas prendre des mois et des mois à arriver à une décision, mais il faut arriver à une décision basée sur les faits. Mais il n'y a pas de doute qu'il faut trouver la façon appropriée de s'assurer que ça ne devient pas une porte à côté pour les gens de rentrer au Canada et on aura des choses à dire au bon moment. Est-ce qu'il y a une façon appropriée qui n'est pas un visa? Bien, il y a une façon, il y a une autorisation de voyage électronique que les services frontaliers ont. Il y a comme une autorisation électronique accrue ou une façon plus importante d'avoir un contrôle sur ce qui arrive sur les avions. Alors, on regarde une série de mesures, M. Thibault, mais je peux vous assurer qu'on est conscient de ce défi-là et on va prendre nos responsabilités pour s'assurer, comme on a toujours fait, l'intégrité de nos frontières, mais de s'assurer que ça ne devient pas une façon d'abuser l'accueil du Canada et des provinces du Canada pour ceux et celles qui veulent venir ici. M. Leblanc, je vais vous entendre sur la rencontre préparatoire du Conseil des ministres qui commence aujourd'hui à Montréal. Quelles sont les priorités de votre gouvernement pour la session hivernale? Bien, M. Thibault, on va évidemment discuter les questions de logement, comment continuer et construire davantage avec les provinces et d'autres partenaires des logements. On est focusé, comme depuis déjà un bon bout de temps, sur les questions d'abordabilité, le coût de la vie. Et on va aussi discuter, M. Thibault, les relations entre le Canada et les États-Unis. Cette année, c'est une année électorale aux États-Unis, une élection d'un nouveau président, une élection présidentielle, je devrais dire. Alors, on va, nous, discuter l'importance de gérer la relation entre le Canada et les États-Unis. C'est très important pour notre économie. Il faut prendre soin un peu de s'assurer qu'on est en train de bien gérer ça et c'est ça qu'on va discuter. Dominique Leblanc de Moncton, merci beaucoup. Merci à vous, M. Thibault. Bonne journée.